Michel Toulouse, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan Que faire pour changer la société capitaliste. Alors tout un programme. Exact. D'abord ma première question, pourquoi avez-vous fait un avertissement sur ce que vous entendez justement dans le livre par néofascisme? Alors, j'ai absolument voulu me démarquer de ce qu'il est communément appelé le populisme. Bon, qui à mon avis est un faux concept, qui est utilisé à deux fins. Premièrement, euphémiser effectivement le parti d'extrême droite qu'est le Front National, il s'en réclame d'ailleurs. Et deuxièmement, assimiler à ce concept toute la gauche donc, du Parti Socialiste. Et c'est la raison pour laquelle je considère qu'on ne peut pas utiliser ce terme populisme et qu'il faut, si on veut être le plus exact et le plus rigoureux possible pour l'analyse donc du néofascisme, utiliser effectivement ce terme néofascisme. Alors le fascisme d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celui qui existait en 1934, en 1945 ou du temps de l'OS. Simplement, il a pris une nouvelle forme tout en s'inspirant de ses ancêtres. Ses ancêtres, on sait qui c'est naturellement les Croix de Feu, c'est le Parti populaire français, le Parti social français, tout ce qui a suivi après 1945, ceux qui se sont opposés à la décolonisation, les partisans de l'Algérie française, de l'OAS et compagnie. Et donc le Front National, je l'explique d'ailleurs dans la première partie, dans un des premiers chapitres, plonge ses racines donc dans ce qu'il est bien convenu d'appeler le fascisme. Pour terminer, il suffit de regarder un petit peu quel est l'emblème du Front National, et on s'aperçoit qu'il est directement emprunté du mouvement social italien, et que c'est Giancarlo Fini qui a transformé et qui a en Italie donc dédiabolisé le MSI, le mouvement social italien, pour en faire un parti plus présentable. Tout cela s'est fait naturellement au prix de la disparition complète de la gauche en Italie. C'est donc ce que je cherche avec ce livre, très modestement, à éviter, en faisant des propositions et en nommant le néofascisme comme il doit être nommé. Voilà pourquoi je n'utilise pas le mot populisme. Alors vous venez de parler de la disparition de la gauche italienne dans l'histoire. Justement, pouvez-vous expliciter ce que vous appelez dans le livre, ce que vous appelez de vos voeux, le Big Bang à gauche ou de la gauche? Tout à fait. Alors justement, j'essaye de faire un petit peu de prophylaxie, parce que si effectivement rien ne bouge, nous allons nous retrouver au deuxième tour en 2017, avec naturellement un duel Front National, droite, UMP, républicain, centriste et compagnie, ou Front National socialiste. Socialiste avec évidemment les radicaux, les écologistes de droite, etc. Bon, ça me semble immanquablement ce qui va se passer si rien ne bouge à gauche. Donc ce que j'appelle le Big Bang, c'est tout simplement le fait que tout ce qui est à la gauche des solfériniens, en passant bien évidemment des frondeurs, hein, jusqu'aux libertaires, alors j'énumère pas, parti de gauche, Nouvelle Donne, Parti communiste, toute l'extrême gauche, lutte ouvrière, NPA, partie de la démondialisation maintenant, puisqu'on ne dit plus PEP, mais la Pardem, bon, y compris les libertaires, bien évidemment, se rassemblent, voilà, alors non pas forcément sur une candidate ou un candidat, dans un premier temps. Moi je pense qu'il faut d'abord faire une plateforme programmatique, si vous voulez, mais en dehors des solfériniens. Et pour moi, le Big Bang, c'est, si vous voulez, une sorte d'alliance sur toute la gauche donc, de ce pays, qui j'espère aura la sagesse de s'unir pour une fois depuis 40 ou 50 ans, sans exclusive, mettre en place une charte programmatique, et sur la base de cette charte, désigner une ou un candidat qui nous semblera à tous le ou la mieux placée pour effectivement arriver au deuxième tour de cette élection présidentielle de 2017, qui, on le sait, à tort ou à raison, et qu'on le veuille ou pas, malheureusement, détermine la vie politique de ce pays. Alors c'est ça le Big Bang. Le Big Bang, c'est une plateforme programmatique hors
hors des Solferino qui sont aujourd'hui au pouvoir, comme on le sait. Alors, dans votre ouvrage, vous évoquez aussi beaucoup la démocratie directe. Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous entendez par ces termes? Alors en effet, j'observe que depuis quelque temps, beaucoup de gens en parlent, sans jamais trop préciser ce qu'ils entendent par là. Alors moi j'essaye, c'est l'objet de la deuxième partie de ce livre, j'essaye d'expliquer un petit peu ce que c'est que la démocratie directe participative. Parce que la plupart des gens qui en parlent, si vous voulez, restent à l'intérieur du système représentatif. Je pense qu'il faut briser ce système représentatif, qui n'est qu'une sorte de dessaisissement du citoyen, puisqu'on connaît la toute-puissance de l'élu. Hein. Une fois que l'élu est élu, on ne peut plus rien contre lui. La seule chose qu'on peut faire, c'est de ne pas le réélire 4, 5 ou 6 ans après. Donc moi, ce que je propose, c'est d'ailleurs pas moi qui le propose, hein, voilà, il y a eu quand même quelques auteurs qui ont parlé de démocratie directe dans le passé, et non seulement qui en ont parlé, mais il y a des sociétés qui ont fonctionné sur ce modèle-là. Par exemple, on peut parler, alors c'est très vieux, hein, de la société athénienne entre 460 avant Jésus-Christ et 330 à peu près. Mais fort heureusement, il y a eu d'autres expériences historiques. Alors, je ne les cite pas toutes, bien sûr, puisqu'elles sont dans le livre. Hein. Bon, on peut citer naturellement la guerre des paysans au Moyen-Âge, en Allemagne et en France. On peut utiliser ou citer la Commune de Paris en 1871. Un petit peu avant, on peut d'ailleurs citer ce qui s'est passé pendant la Révolution française, où il y avait des assemblées primaires qui avaient un certain nombre de pouvoirs qui étaient remis donc aux citoyens, même s'il n'y avait que les hommes qui votaient à l'époque. Hein. N'oublions pas aussi qu'en Grèce, c'était pas une démocratie comme on regarde maintenant, on la considère maintenant, puisqu'il y avait l'esclavagisme, c'était réservé aux hommes, et les métèques, c'est-à-dire les étrangers, étaient également exclus, mais tous les citoyens athéniens avaient droit, si vous voulez, à l'expression et à la délibération sur la pnyx, hein, la fameuse ecclésia, l'assemblée du peuple. Et puis on peut citer tous les conseils ouvriers, tous les conseils qui se sont produits dans l'histoire au XXe siècle, hein, à commencer par la Russie, des soviets en 1905, les conseils ouvriers en Allemagne en 1919 et en Italie entre 1919 et 1923. Voilà, on pourrait citer naturellement ce qui s'est passé pendant la guerre d'Espagne au niveau de la Catalogne notamment, et puis aussi en Chine, avant l'installation du maoïsme au pouvoir, bon, qui après s'est manifesté par un certain nombre je dirais, d'excès, on est bien d'accord, mais à l'origine, il y a eu un certain nombre d'expériences. Donc je ne pars pas de rien, j'essaye de parler un petit peu de ce système de démocratie directe qui se traduit par un mandat impératif, c'est-à-dire que l'élu, une fois élu, il ne fait pas ce qu'il veut, il fait ce que les électeurs lui demandent de faire dans un mandat impératif qui est actuellement interdit par l'article 11 de la Constitution de la Ve République, hein, du 4 octobre 1958. Ça veut dire aussi que cet élu, il n'a pas le droit de cumuler les mandats, que les mandats d'ailleurs sont des mandats courts, qu'ils sont révocables, c'est-à-dire que si un élu ne fait pas ce pourquoi il a été élu, c'est à l'ordre du jour, comme on le sait, eh bien les électeurs peuvent le révoquer, voilà, ou le rappeler à l'ordre en tout cas, ce qui aujourd'hui n'existe pas dans un système de démocratie, de système représentatif. Moi je ne dis pas démocratie représentative, je dis système représentatif. Voilà, et puis l'appel direct aux citoyens, qui retrouve donc sa capacité de délibération, si vous voulez, par l'intermédiaire des assemblées primaires, puisque dans le livre, dans sa deuxième partie, je propose aussi, je ne suis pas le premier non plus, fort heureusement, une redistribution, si vous voulez, une refondation de la carte administrative et politique de la France, qui, comme vous le savez, accumule les sédimentations historiques, hein, et naturellement au plus grand profit de l'État central. Donc il faut revoir un petit peu tout ça, et donc redonner le pouvoir aux citoyens par l'intermédiaire des assemblées primaires. La France sait ce que c'est que les assemblées primaires. Hein. Elles ont fonctionné, alors selon des modalités de l'époque, hein, mais voilà, c'est pas une découverte ou une nouveauté à 100%. Elles ont fonctionné entre 1791 et 1799, date du coup d'État naturellement de Napoléon Bonaparte. L'oncle, bien sûr. Hein. Le neveu c'est autre chose, le petit-neveu c'est autre chose, ou le neveu, oui. Mais l'oncle, voilà, c'était véritablement un coup d'État qui a mis fin, si vous voulez, à toute l'expérience démocratique de la Révolution française. Voilà. Donc c'est ça la démocratie directe, si vous voulez, c'est
l'arrêt du dessaisissement, si vous voulez, du citoyen en lui redonnant un pouvoir délibératif. Aujourd'hui, Alain Badiou le décrit très bien d'ailleurs dans plusieurs ouvrages, l'urne électorale, malheureusement, est devenue l'urne funéraire de la démocratie. Alors justement, et on attaque la dernière partie de votre livre, est-ce que vous pensez que le gouvernement citoyen que vous décrivez justement dans cette dernière partie sera à même d'appliquer le programme que vous lui assignez en 5 ans? Oui. Alors d'abord, il y a 3 conditions sine qua non qui doivent se mettre en place. Premièrement, on vient d'en parler, la démocratie directe, ce qui veut dire donc une constituante, pour revoir un petit peu les institutions françaises, et injecter en tout ou partie cette démocratie directe dont on a parlé tout à l'heure. Deuxièmement, il n'est pas normal que la démocratie s'arrête aux portes des entreprises. Donc je propose, et je ne suis pas non plus le seul, dans cette affaire, par exemple Daniel Bachet, beaucoup d'auteurs proposent une réforme de l'entreprise. Daniel Bachet en est un. Pour que les entreprises, si vous voulez, soient transformées en sociétés coopératives de production ou en sociétés coopératives d'investissement collectif. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire que le salariat devienne une partie prenante, si vous voulez, dans l'entreprise et ne soit plus traité comme un coût ou une charge par la société de capitaux et par l'Assemblée des actionnaires. Bon, tout cela est bien connu, je ne m'étends pas. Et la troisième condition, c'est qu'au niveau international, on puisse, si vous voulez, mettre en place un contrepoids par rapport donc aux multinationales et aux entreprises transnationales qu'on connaît aujourd'hui et qui ont monopolisé naturellement tout le pouvoir économique, social et politique. Voilà. Et puis, je rajouterai une 4e condition, j'en parle aussi dans le livre, qui est un mouvement social, si vous voulez. Bon, on sait très bien que sans mouvement social, le Front populaire en 1936 n'aurait jamais réussi à faire ce qu'il a fait. Eh bien, pareillement, s'il n'y a pas un mouvement social très dynamique dans ce pays, nous n'arriverons pas effectivement à mettre en place un certain nombre de dispositions. Alors, je n'ai pas décrit, si vous voulez, dans le détail au cours de ce court interview, le programme appliqué, mais il est tout à fait clair. Et ça passe par, et je ne suis pas non plus le seul à le dire, fort heureusement, ça passe par une politique beaucoup plus claire de notre pays vis-à-vis des institutions européennes qui aujourd'hui, comme vous le savez, stérilisent complètement l'action gouvernementale. Je prendrai qu'un seul exemple, la fameuse loi El Khomri, n'est que la mise en application en France de positions qui ont été conseillées par le Conseil européen à l'ensemble des pays donc de l'Europe. Donc il s'agit de retrouver notre souveraineté politique, la souveraineté du peuple, voilà, et de se débarrasser d'un certain nombre si vous voulez, de menottes qui nous tiennent, qui nous brident et qui empêchent notre pays d'avoir une politique de souveraineté et une politique naturellement démocratique.